Être First PM, ce n'est pas être un product manager comme les autres. C'est débarquer seul dans une boîte où tout est à construire avec plus de questions que de réponses. Startup, PME, grand groupe, le contexte peut être tellement différent que tu peux être First Product Designer, First Product Marketer, First Product Ops ou même magicien. Mais toujours couteau suisse à jongler entre opérationnel et stratégie. Je suis Marc Vidal, solopreneur et passionné de produits. Avec First PM Stories, je donne la parole à celles et ceux qui vivent ce rôle si particulier que j'ai moi-même exercé à plusieurs reprises. À chaque épisode, un First PM ou un CEO partage ses galères, ses réussites et parfois ses erreurs de casting. De quoi rendre concret ce poste unique et offrir des clés utiles à ceux qui l'exercent, comme à ceux qui recrutent. Allez, installe-toi, ça commence maintenant. Depuis que j'ai lancé ce podcast, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec beaucoup de monde dans le milieu du product management. Et un des sujets qui revient le plus souvent, c'est l'opposition entre les grandes théories produits et le concret que l'on peut vivre, assez chaotique, notamment sur les premiers rôles produits. Pour creuser ce sujet aujourd'hui, je reçois Mohamed Berkani. Salut Mohamed, comment vas-tu ? Salut Marc, écoute, ça va très bien et toi? Ouais, ça va très bien, il fait beau et tout, moi je suis heureux là. Euh, Si j'ai voulu discuter avec toi là-dessus, c'est que ton parcours, que je vais te laisser présenter juste après, va justement nous éclairer sur comment on passe d'un environnement très structuré et méthodologique, en fait, souvent issu du conseil, à un rôle où tout est à construire sur le côté plus first PM. Si on peut le dire aussi différemment, c'est un peu comment on passe de la méthode au mindset. Voilà. Je te laisse te présenter, toi et tes expériences. OK, déjà merci, de m'avoir choisi pour aborder ce sujet qui est, en Avec effet plaisir. hyper, intéressant, hyper, complexe. On va essayer de traiter plein de choses, le plus facilement possible, je dirais. Moi, oui, Mohamed, je fais du produit, pardon, depuis maintenant, bien 5 ans. J'ai commencé, mon stage de fin d'études un peu, à l'époque, du covid, dans une startup qui s'appelait Tractor, où j'étais, plus dans des rôles d'assistant PO, rédaction de tickets, delivery. Puis, j'avais vraiment, bien aimé le produit et j'ai eu la chance de rejoindre Tiga, donc grosse agence, gros cabinet, de conseil en produits. Pour moi, le numéro 1 en France, voire en Europe. Après je laisserai chacun, décider. Bah, c'est une grosse référence, ça c'est sûr. Hein. Et puis, Et oui, c'est une euh, grosse référence. C'est mes premiers contacts avec le produit, mes premiers contacts littéraires et théoriques, dont tu parlais, un peu de ça dans ton introduction. C'était avec Tiga. J'y suis resté, un peu plus de 2 ans et ensuite, je suis arrivé dans un poste de first PM, chez Revolugo, qui est une start-up dans laquelle je suis toujours, qui est une start-up dans l'hôtellerie, l'événementiel, où j'ai été, first PM. J'en dis pas trop sur cette expérience parce que je pense qu'on va la développer, ouais, au fur et bien à mesure. entendu, bien entendu. C'est marrant comme tu as mis Tiga en avant parce que quelque part, c'est vrai que en France, j'ai envie de dire, c'est quand même quelque part la boîte qui a le mieux évangélisé le product management et a vraiment fait connaître ça, je trouve. Hein, quand même, ils sont très très bons en communication, en formation, ce genre de choses. Donc effectivement, et justement, c'est une boîte qui pour apprendre les bonnes méthodologies, qui sont pas forcément ce qu'on doit appliquer après suivant le contexte, mais c'est vraiment là où certainement une des meilleures écoles pour apprendre la méthodologie, on va dire de global product management. Donc tout à fait approprié. Pour moi, c'est exactement le bon terme quand tu dis c'est la bonne école. Il y a un peu ce côté-là, en effet, d'école et comme partout, enfin, on a tous des parcours scolaires, qui sont, ce qu'ils sont et quand ce qu'on apprend à l'école, ça nous aide à avoir un bagage, mais c'est pas forcément ce qu'on peut ou ce qu'on va appliquer, ensuite dans la vraie vie. Ouais, c'est surtout sur ce métier-là. Hein. Ouais, surtout sur ce métier-là qui, existait pas il y a pas si longtemps, qui existe de manière déjà différente. Ouais, ça change Heu, tellement. Bref. Heu, déjà la première question que j'ai pour toi, c'est, qu'est-ce qui a motivé ce changement? Pourquoi passer de heu justement de Tiga à un rôle de first PM? En fait, ce qui a motivé le changement, c'est plutôt, l'histoire elle est plutôt dans l'autre sens, même si, elle fait sens aussi, de cette manière-là. C'est comme je t'ai dit, j'ai commencé donc du coup, stage fin d'études plutôt start-up et j'avais ce besoin, peut-être parce que, de base, je suis, un peu plus à l'aise, dans des trucs, scolaires, quoique, mais bon. Je voulais me dire: «Tiens, j'avais envie d'être formé, d'avoir quelque chose de solide» et donc de passer d'abord d'une start-up à Tiga et ensuite, quand, j'ai fait, du coup mes 2 ans, dans le conseil, j'avais cette envie de revenir à des environnements un peu plus pas chaotique, le mot est fort, mais il y a un peu de ça, où il y a un peu de En bazar et tout. construction.
en construction exactement, et me dire tiens maintenant que j'ai un bagage qui est plus solide, plus carré, etc. Est-ce que c'est pas le moment de d'aller dans des endroits où il y a plus de place en tout cas où les choses peuvent bouger plus facilement, parce que c'est vrai que chez Tiga, même si j'avais eu la chance chez Tiga d'être envoyé en mission dans une scale-up à un moment, mais j'ai aussi fait surtout des grosses boîtes. C'était difficile de faire bouger les choses à très grande échelle, et donc j'avais vraiment cette envie d'aller tester ça, de se dire ok, là j'ai tout ce qu'il faut pour avoir un vrai impact, un peu dans un mindset d'entrepreneur qui est, je pense, un trait qui peut être commun à beaucoup de PM, de se dire ok j'y vais, mais pour avoir plein de choses à faire et pour toucher à pas mal de choses. Mais justement, euh, d'abord, on va dire une start-up, ensuite tu as fait Tiga et après tu reviens, mais là vraiment sur le poste First PM. Euh, en ayant eu ce passage chez Tiga, c'était quoi tes convictions à ta prise de poste? Quelque part, tu t'es dit, bah, avec ce que j'ai appris, je sais que ça va bien se passer parce que je sais ça, ça. Il y a des choses vraiment qui t'ont, où tu étais convaincu que ça allait le faire grâce à ça, ou pas forcément? J'étais convaincu que je pouvais le faire, mais peut-être d'un point de vue plus mindset perso, et c'est ce que tu disais un peu dans l'intro, entre les différences entre théorie, mindset, etc. Mais Tiga, ça me donnait le truc de se dire, bah écoute, si à un moment j'y arrive pas avec mes armes et à convaincre avec des choses qui sont plus parfois de l'ordre du ressenti, de l'ordre de ce qu'il faudrait faire par rapport à l'objectif, bah au moins j'ai des choses sur lesquelles il y a moins de marge de négociation entre guillemets. On peut se dire oui mais voilà, bah, c'est comme ça qu'on fait parce que un tel ils ont fait comme ça, voilà comment ça a marché. Et j'étais plus sûr de moi, et aussi ça me permettait de me dire bah j'arrive aussi avec un peu une carte de visite à la manière de quand on arrivait dans certaines boîtes. On a un peu le crédit Tiga avec nous. On n'a pas des t-shirts Tiga, mais en tout cas quand on arrive, Bon, si ils tu savent devais qu'on en est avoir Tiga. un, j'imagine. J'en ai plus d'un, mais j'allais pas en mission avec. Mais du coup, quand on arrive, on se dit bon, ok, les gens ils vont avoir plus tendance à m'écouter. Ça te donne aussi une certaine légitimité, ce qui est totalement faux, d'ailleurs au passage. Mais en tout cas, pour toi et toi-même, tu peux te dire bon, ça me donne légitimité. Ouais, je Il y a comprends. une petite méthode Coué où tu te dis bah, à force d'y croire, au final, tu sembles légitime, quoi. Et si on se met à la place, par contre, plutôt là de Revolugo et donc des dirigeants, qu'est-ce qui a fait que ça a été toi qui a été choisi? Tu penses que c'est vraiment, enfin, le côté Tiga a beaucoup joué ou il y a eu d'autres aspects? Je pense que ça a joué très honnêtement parce que même, enfin, bah, du coup, on en a parlé ensuite après ma prise de poste, etc. Je pense que je faisais partie des plus jeunes, soit en termes d'expérience, soit en termes d'âge, et qu'ils avaient rencontré, si ce n'est le plus jeune. Et je pense que bah, même si la boîte a une moyenne d'âge assez basse, mais en tout cas, ils recrutaient plutôt des personnes avec plus d'expérience, des profils plus début de senior, Ouais. voire senior confirmé. Et du coup, je pense que j'ai pu avoir ne serait-ce qu'un premier entretien parce qu'il y avait le cachet Tiga certainement sur mon CV. Ok. Et du coup, on a pu ça a énormément rassuré. Mais sinon ensuite, au travers des entretiens, je pense que si j'avais eu une posture trop conseil, c'est-à-dire on a les méthodes, on arrive, on va les appliquer. Je pense que ça serait Ah, ça moins. l'aurait jamais fait. Ouais. Ouais, voilà, ça l'ai jamais fait. Et c'est plus la posture de se dire ok. Bah, moi, je vais arriver, on va essayer de faire des choses. J'ai des trucs en stock au cas où il faut mettre en place des trucs un peu rigoureux, mais on va faire en fonction de ce dont vous avez besoin. Disons, j'ai une énorme caisse à outils, mais on va peut-être pas tout utiliser s'il n'y a pas besoin de tout. C'était la question que j'allais te poser. C'est un peu comment t'as dérisqué ton arrivée, c'est-à-dire, c'est très bien, t'as tout ce bagage-là, dérisqué des deux côtés, c'est-à-dire toi savoir que t'allais mettre les pieds dans un environnement où quand même t'allais t'épanouir, on va dire, et eux, comment t'as réussi à les rassurer. Bah déjà, eux, c'est différent parce que du coup, chez Revolugo, c'est trois fondateurs. Du coup, bah, tu rencontres forcément les trois et sur un poste comme ça, et trois fondateurs avec trois profils vraiment différents, un très commercial, un très technique et un très process. Donc du coup, tu les rassures un peu différemment. Euh, donc bah, je sais pas, j'ai pas forcément d'exemple en tête, mais l'idée c'est juste et comme bah, tout au long de mon taf chez Revolugo, c'est de s'adapter, de comprendre quelles sont les attentes de chacun,
niveau produit. Et ça, c'est aussi un point, je pense, qui est hyper intéressant parce que au final, tu te rends compte que les trois fondateurs d'une même boîte qui recrutent un PM et qui n'ont pas forcément les mêmes attentes pour un même poste. Donc c'est aussi une difficulté supplémentaire. Et je pense que bah, le fait de venir d'un cabinet de conseil, d'avoir fait bah, différentes boîtes en très peu d'années, ce qui pourrait être bah, mal vu si t'étais pas consultant. On dirait bah, en fait tu changes tout le temps de boîte. Au final c'est juste plein d'expérience donc c'est cool. Ouais. Ça pouvait rassurer parce que t'as vu différents mondes, t'as fait différentes choses et c'était hyper rassurant je pense pour. Ce que je trouve très intéressant là déjà, c'est rien que sur l'étape de l'entretien, un truc. Alors c'est pas forcément spécifique au fait que tu viennes du monde du conseil, mais la manière dont t'as été risqué, c'est t'as pu rencontrer alors que ce soit deux, ou toi en l'occurrence c'était trois founders. La manière dont t'as échangé avec eux, t'as eu comment dire la bonne idée, l'intelligence d'aller vraiment creuser les attentes qu'ils avaient au-delà peut-être de la mission qu'on allait te donner. Et ça t'a déjà permis d'analyser dès la phase de recrutement que les attentes n'étaient pas vraiment les mêmes. Alors la finalité, c'est tu vas faire ton job, mais que il y a des attentes qui sont pas forcément sur le même prisme. Et toi, quelque part, quand tu vas prendre ton poste derrière, t'en as déjà conscience. C'est pas quelque chose que tu vas découvrir, on va dire, au fur et à mesure. Que ça soit bien ou pas bien, hein, c'est même pas la question, parce que c'est sûr que c'est, comme tu l'as dit, ça rajoute une difficulté, mais c'est super intéressant quand même d'avoir fait ce travail-là en amont. Et peut-être que, alors je dis pas que en venant du monde du conseil, ça t'a aidé là-dessus, mais c'est pas impossible aussi parce que avoir connu plein d'expériences, comme tu peux le dire, ça te permet de mieux comprendre peut-être les attentes des personnes en face, quoi. Ouais, déjà ça et puis même sur en réalité l'exercice de l'entretien. Quand tu sors d'un cabinet de conseil, en vrai, tu y es rodé, même si on peut penser que du coup, c'est des sales qui t'envoient et du coup, tu vas un peu n'importe où. Chez Tiga, on passait les entretiens. C'était important que le client et le consultant, il y ait un vrai fit. Et en fait, on était aussi dans une posture de se dire, quand on arrive en entretien, il y a un objectif, c'est de réussir une mission. Donc, pour réussir cette mission, ça commence déjà dès l'entretien de bien comprendre Ouais. ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent pour être sûr que toi, tu arrives dans la bonne posture et surtout que la mission, elle est faite pour toi. Donc en fait, ouais, ça, je pense que c'est carrément des trucs que j'ai Ouais, je comprends. récupéré de mon expérience de consultant. Et de leur côté, je pense que ça a été aussi rassurant d'avoir quelqu'un qui les interroge sur leurs attentes et sur comment on pourrait construire quelque chose, quoi. Ok, je comprends. Au final, c'est toi qui es pris, t'arrives. Le contexte de ton arrivée, il y avait combien de personnes? Globalement, ta feuille de route au départ, les attentes qu'il pouvait y avoir sur tes premières actions, c'était quoi? Du coup, Revolugo, quand j'arrive, on est 25 à peu près. Il doit y avoir 4 devs, un CTO, pas de produit du tout. Ok. Euh, Donc une, plutôt du sales, du market, ce genre de choses? Plutôt un format agence, ouais, donc pas Ok. mal de chefs de projet, de sales, market, pas tant que ça, mais quand même d'autres personnes, mais plutôt un format agence où, puisqu'en très gros, Revolugo, on vend des chambres d'hôtel pour des événements. Donc, Ok. on lie juste la vente des chambres d'hôtel à des événements particuliers. Donc, c'est beaucoup d'acheteurs qui vont acheter des hôtels, beaucoup de chefs de projet qui vont gérer avec les événements pour pouvoir Ouais. vendre en collaboration avec eux, un peu de market, etc. Et du coup, bah, on passe sur un format de l'agence au produit. Ça, je pense que c'est pas les premiers à l'avoir fait. Et je me demande même s'il n'y a pas un épisode de chez toi qui en parle. En tout cas, je sais qu'il y a eu quelque chose par là. Je sais plus si c'était toi. Bah, alors moi, j'en ai pas encore enregistré d'épisode là-dessus, mais par contre, j'ai des sujets en cours là-dessus. Ouais, pardon, j'ai spoilé. Désolé. Mais ouais, donc, du coup, donc j'arrive. Il y a une grosse migration tech. Et du coup, je me rends compte que bah, ce truc de les attentes sont pas pareilles chez les trois fondeurs. En tout cas, c'est pas forcément des attentes. Enfin, il y a forcément des attentes, mais c'est aussi une vision qui est différente du poste. Et au final, ça se retranscrit énormément dans les équipes. Donc, je Ouais. me rends compte que bah, c'est soit il y a des gens qui ont des attentes et je ne sais pas qui leur a dit que j'allais faire ça, ou soit les gens n'ont pas du tout compris quel était mon métier, à quoi j'allais servir. Ok. Et donc les premières choses à faire et les premières bases à poser, c'est vraiment d'essayer d'évangéliser autour de bah, qu'est-ce que je viens faire en fait ici. Ok. Ok. Euh, Et là-dessus, c'est pas forcément. Enfin,
j'essaie de bien comprendre comment toi t'as pu t'y prendre et si ça s'est plutôt bien ou pas forcément bien passé, mais je me dis quand on arrive d'une agence, comme tu dis, on a la boîte à outils, on a la caisse à outils, elle est pleine, on a forcément plein d'idées, et on a déjà mis plein de choses en place et on peut se dire, je veux pas parler de recette miracle, mais on va se dire, j'applique ça et ça va se passer et ça va bien se passer. Toi, tu l'as pris comment? Parce que globalement, les retours que je peux avoir quand on essaie de faire ça, c'est qu'on se prend des gros murs, hein, en général. Toi, Euh, c'était quoi plutôt tes premières actions et tout? ouais, bah, carrément, moi, au départ, je m'étais dit, bon, ok, on va déjà, côté métier, il y avait, bah, comme je disais, ce truc d'évangéliser les gens, donc juste bah, essayer de leur parler, essayer de rentrer dans leur quotidien et d'expliquer, ah bah tiens, c'est à ce moment-là que moi j'interviens Ouais. dans ton quotidien. Et un des premiers trucs où je me suis dit, bon bah, vu que de toute façon il y a une migration qui est en cours, que il y aura pas de delivery là tout de suite, bah du coup je vais plutôt me focus avec l'équipe tech, essayer de voir ce qu'on peut faire avec eux, mettre en place des choses peut-être un peu simples, c'est de la méthodologie agile, etc. Essayer de tenter des choses, des rétros, enfin voilà la base de tout le quotidien de beaucoup de PM. Et en effet, ouais, tu te prends un mur parce que en fait, tu arrives avec en effet une boîte à outils, des outils qui sont pas du tout cohérents ou calibrés pour l'endroit où t'es. Et en fait, tu parles avec que ce soit même ton lexique, tes mots, tes trucs, etc. Et tu crées en fait juste autant de distance avec ces personnes-là. Enfin, c'est comme si tu te retrouvais avec quelqu'un qui est pas forcément fan de foot et qui regarde pas trop de foot. Bah, si tu lui parles directement de trucs de sujets très précis, de contre-pressing, etc. Peut-être que ça lui parle moins et qu'il faut juste commencer à lui expliquer que le foot c'est 11 joueurs contre 11 joueurs avec un ballon qu'il faut marquer. Ouais, t'as des exemples un peu sur ce qui a pu t'arriver. Donc, si je reprends quand même ton contexte, tu parlais de la vision du poste qui était différente entre les founders et t'as rajouté un truc quand même, c'est que t'es arrivé au cours d'une migration. Et ce que tu disais, c'est que potentiellement, donc là, t'avais, je vais pas dire, ouais, on peut peut-être le dire comme ça, mais t'es arrivé dans un contexte un peu particulier où souvent, quand on arrive en tant que first PM, on a l'impression qu'on va exploser dès les premières semaines parce que on a l'impression d'être le pompier de service. Toi, quelque part, t'es arrivé dans un contexte où t'as eu peut-être un peu plus de temps et où comment dire, où tu t'es dit, ben là, je peux essayer de travailler peut-être plutôt des process au départ. C'est ça? Ouais, c'est ça. Je réalise que je vais avoir beaucoup de temps parce qu'il y a une migration qui est en cours et qui va prendre du temps. Euh, donc, par exemple, sur la partie dev, j'essaye de reprendre en main un peu cette migration qui a commencé sans moi, d'essayer Ouais. de refaire en sorte, juste remettre des tickets, remettre de l'ordre, on se, faire des sprint planning, essayer de se donner une durée, enfin voilà, hein, des trucs classiques de méthodologie agile. Je me rends compte que, bah, comme je t'ai dit, ça fonctionne pas du tout. Et côté métier, du coup, c'est un peu à la fois, je suis d'accord avec toi. On se dit au début, on va exploser, etc. Et d'un autre côté, moi, j'avais quand même l'idée de me dire, mais en fait, je vais arriver dans un poste qui n'existait pas. Donc, en fait, peu importe ce que je vais faire mieux qu'avant, parce qu'avant, ça n'existait pas. Ouais. Oui, oui. Donc, en fait, je m'étais dit, bon, bah, j'arrive pas en rockstar, mais quasiment. De me dire, bon, en fait, limite, c'est tapis rouge parce que le moindre incrément, c'est déjà mieux que ce qu'il y avait avant, puisque avant, ça n'existait pas. Et au final, je me rends compte bah, que je peux rien incrémenter. Au départ, j'ai l'impression. Je me dis, mais en fait, je peux rien faire. Et le temps que j'ai, parce que il y aura pas de delivery produit, parce que les devs sont pas dispo, etc. Ça commence à devenir limite une menace de se dire, mais en fait, il me faut que parce que j'ai raconté à tout le monde ce que je faisais, mais je peux bien leur raconter ce que je fais tant qu'ils voient rien, soit ils vont pas y croire, soit ils vont toujours pas comprendre. Donc il faut en fait limite concrètement que je trouve des trucs à faire, mais dans le sens premier de faire, c'est-à-dire à produire. Ouais, Euh, avoir des quick wins quelque part pour mettre en exactement. Ouais. avant ton Oui, apport. ouais. Euh, Et donc ça ressemblait au départ surtout à du process, que ce soit des trucs tout bêtes, hein, mettre en place des channels Slack, des trucs pour organiser les discussions des gens, euh, mettre en place même des tutos Slack parce que les gens en fait, enfin Slack ou Teams, un peu importe ce que les gens utilisent, mais en réalité c'est un truc que tu utilises au quotidien et qui peut vraiment t'aider à organiser tes journées ou alors à même
faire du suivi, puisque parfois tu peux bah, juste enregistrer des messages pour plus tard, etc. Éviter la perte d'informations, mettre en place des outils de data visualisation, que ce soit avec la suite Google, enfin Ouais. aider les gens sur Google Sheets, des trucs, faire des automatisations. Et en fait, au final, tu prends un peu ce rôle de ah ok, en fait, c'est juste limite c'est un dev mais qui écoute pas de rock. Si je suis un peu Ah, un peu c'est marrant ce que tu dis parce que là il y a 1 minute t'as dit bon bah tu commences par faire des trucs, mettre un channel Slack ou autre, des trucs tout bêtes. En fait, de ton point de vue, ça paraissait tout bête, mais c'était des manques qu'il y avait où il y avait pas forcément la bande passante pour le faire. Et je veux pas dire pas la compétence, mais pour toi ça paraît trivial et en fait tu te rends compte que ça l'est pas forcément pour d'autres. Donc peut-être que ce côté se dire c'est tout bête, c'est quelque chose qu'il faut pas forcément voir de cet œil-là et se rendre compte que en fait rien que ça amène déjà de la valeur. Et peut-être que si toi on t'a pris toi, c'est parce que t'avais cette aisance sur ce genre de choses quoi. ouais, carrément. Je pense qu'en effet, le c'est tout bête, c'est en effet quelque chose dont il faut se débarrasser Ah, quand assez on dit vite. PM, je trouve que on a tendance à croire que c'est tout bête pour tout le monde et sur plein de sujets, alors que c'est pas du tout le cas. Ouais. Et ça, je trouve qu'il faut vraiment s'en débarrasser, et encore plus quand on est sur un rôle premier produit, on va dire. Et la question que je me pose quand même sur ton arrivée, donc quelque part, tu te rends compte que ça va être dur d'apporter de la valeur, vu qu'il n'y a pas cette partie delivery et tout. Euh, Ton ressenti là-dedans, c'était quoi, toi qui venais justement du monde de l'agence, où tu dis, ben voilà, la valeur que je peux apporter sur le delivery, sur des process ou autre, elle va pas être perçue. Tu t'es positionné comment là-dedans? Parce que il y a quand même du ressenti aussi. Ouais, du ressenti. Bah, en fait, pour les côté métier, le parti pris, ça a été d'être très proche d'eux. Ça a aussi servi en réalité de discovery et d'immersion dans leur problématique. Dans le contexte, il y a aussi bah, du coup cette migration. Moi, quand j'arrive, elle est déjà lancée depuis un moment. Elle n'a pas prévu de finir tout de suite, donc on parle de quand même un long moment sans lien entre la tech et les métiers. Il y a une vraie scission dans l'entreprise et qui commence limite même à se ressentir sur le côté humain. Genre les gens se parlent plus parce que bah en fait ils ont plus rien en commun entre guillemets côté travail. Donc il y avait aussi un peu ce travail de recréer des liens, refaire en sorte que les gens aient confiance, parce qu'en fait, on était dans une situation où les gens, enfin les métiers, on leur demandait ce dont ils avaient besoin, on leur eux demandait des choses, et donc en fait, ils avaient l'impression que soit on venait les déranger pour rien parce qu'au final rien ne sortait, ou soit qu'ils n'étaient pas écoutés parce que ce qu'ils demandaient, ça sortait pas non plus. Donc l'objectif, c'était de faire en sorte de recréer ces liens-là. Et en fait, oui, la réalité, c'est que quand tu arrives dans un poste de first PM, tu passes, ou même enfin, de PM, en vrai, dans beaucoup de trucs, tu passes, en tout cas les débuts, tu passes beaucoup de temps à essayer de créer un avenir, une vision auquel les gens peuvent adhérer, essayer d'embarquer les gens et de se dire, bah, de toute façon, en plus, j'ai pas de delivery là, à gérer, je vais prendre encore plus de temps pour faire ça, aller encore plus comprendre les gens. Et tu vois, quand tu discutes avec les gens, tu peux pas leur donner ce dont ils ont besoin, rien que le fait qu'ils soient sûrs que tu comprends bien leurs problématiques parce que bah, tu les as vécues avec eux, déjà, ça t'achète une légitimité, une compétence. Enfin, pas vraiment une compétence, je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça achète une légitimité. Et surtout, le fait d'être juste transparent avec les gens et de dire, OK, je comprends la frustration. Sache que moi, même si j'arrive, là, il y a rien qui va sortir, même d'ici peut-être 6 mois. Donc, si tu veux nous en vouloir, m'en vouloir autour de il y a rien qui sort, OK. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait toi et moi maintenant? Et à Ouais. partir de là, on discute, quoi. Ok. Et le fait que justement toi t'arrivais rien à sortir quand même. Alors gros travail sur le côté humain et je pense que c'est une partie ultra importante de notre job. Ça j'en parlais euh, avec Sébastien là de Ego Rappel sur le côté intelligence émotionnelle qu'il faut avoir sur ce job-là, parce qu'en fait euh, on est au contact de tous les stakeholders, il faut comprendre leurs problématiques et rassurer, ce genre de choses. Donc
gros travail, tu l'as fait de manière assez naturelle. Toi, il y avait pas forcément une frustration quand même de ta part en venant du conseil, de dire bah, l'en-chyprien, c'est quand même assez particulier. Je délivre pas forcément de valeur, j'ai pas forcément de métriques sur lesquelles m'appuyer. C'est pas forcément une frustration que toi t'as pu avoir. Si quand même un peu, mais enfin tu vois, je le savais en arrivant, mais en fait, je te dis un peu et en fait beaucoup parce que en réalité, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 6 mois, on est en train de finir la migration, ça finit toujours pas trop, etc. Donc on a toujours rien shippé, mais on prend quand même la décision et c'est un peu moi qui la pousse de recruter un designer avec nous, un Ouais, designer. Mathis, si jamais il écoute l'épisode c'est pour en toi. dédicace, le plus grand designer de ma carrière. Non mais et du coup on le prend avec nous parce que je sais qu'il y a des choses qui vont arriver, mais dans l'idée on avait tellement de retard sur des trucs qu'on aurait pu encore continuer sans. Mais c'est aussi et surtout bon, aujourd'hui avec l'IA et tout etc. Peut-être que ça aurait été différent parce qu'on aurait pu faire des choses nous-mêmes. Ouais, C'est que le designer a la capacité à montrer des choses ouais, plus facilement que nous. Et je parle vraiment de maquettes, en fait, de trucs qui vont changer dans la vie des utilisateurs. Et donc ça veut dire qu'on a aussi beaucoup utilisé ce truc de montrer de la maquette, de faire des tests utilisateurs, que ce soit sur Maze avec des outils, etc. Et même s'ils n'avaient pas du coup de choses qui sortaient, le fait de voir des choses qui avancent, de voir des nouvelles choses, c'est encore plus impactant que de se dire ah ok, enfin voilà, des tickets, un tableau Notion, enfin un Trello, un Stevie, ouais. un Jira, c'est assez flou pour tout le monde. Des maquettes, le Figma est ouvert, tout le monde peut y aller. On met en place sur du coup un Notion qui est un peu sympa pour que les gens consultent, tout ça en est, etc. Euh, ça fait quand même, Ouais, je- ça change un peu le quotidien et ça. Donc en fait, si, il y avait quand même une petite frustration et on a fait un peu du fake delivery, enfin du delivery de maquettes quoi, pour le moment. Ok, et ça, bon, effectivement, ça a dû rassurer dans l'entreprise et également au niveau des clients et des utilisateurs parce que vous pouviez les projeter sur ce qui allait être fait de manière très concrète et effectivement, ça, quelque part, ça peut et les rassurer et créer des nouvelles ventes, hein, parce que quelque part en disant bon bah voilà, on aura ça et avec potentiellement des engagements, je sais pas, on aura ça dans 2 mois, 3 mois, ça peut satisfaire effectivement les sales, les clients et tout. Et toi quand même, ça t'a aussi aidé, comme tu dis, à t'enlever une certaine frustration de rien shipper, mais de mettre du concret là-dessus quoi. Ouais, exactement. On met Ok, du concret. Après, ça a créé d'autres problèmes. C'est pas trop le sujet, mais en tout cas, si jamais des gens espèrent faire la même chose, faites-le, c'est bien. Ça aide à faire avancer. Parce qu'après, du coup, il faut gérer la frustration entre la différence maquette et prod. Et on perd un peu l'effet waouh de certaines releases parce que les gens ont déjà vu les maquettes. Donc, enfin, tout le monde a déjà vu les maquettes. Que des gens les aient déjà vues, c'est normal parce qu'on teste les maquettes sur les utilisateurs. Mais si tout le monde les voit parce qu'on présente à tout le monde de la maquette, ou alors présenter les peut-être un peu plus tard, une fois que les devs ont un peu avancé. d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Potentiellement, c'était l'effet waouh au départ et ça a mis un certain temps à sortir, et puis ce qui fait que ça s'est essoufflé. O Exactement. OK, je comprends. Et donc, je comprends quand même la transition que tu as eue sur, tu arrivé, même si t'es pas arrivé avec tes gros sabots de l'agence, de la boîte à outils, tu as essayé de mettre des process en place, tu as essayé de faire des choses. Tu globalement, tu as peu réussi à mettre en place des choses, qui venaient du monde de l'agence, mais tu t'en es servi toi quand même pour avancer. Mmh. Tu as plutôt été orienté sur l'aspect humain, créer du lien, de la relation et heu et garder le lien, on va dire, entre la technique et le business et quelque part ça c'est, on va dire petit à petit, c'est vraiment le mindset qui t'amène vers ce mindset très first PM. Par contre, ça t'a amené aussi, à faire un truc, j'imagine, et c'est un peu ce que t'as dit à un moment, c'est tu commençais à être sur des tâches très, très transverses quelque part et comment dire? Tu été identifié, je suppose, comme étant le responsable de certaines tâches que toi tu prenais au départ juste parce que tu avais la bande passante et tu t'es dit: Exactement. «Je peux mettre ce genre de choses en place», quoi. Exactement. Je rajoute juste un petit truc sur la transition et peut-être des choses qui m'ont aidé, en tout cas sur le début. Il y a, dans la boîte à outils, notamment des trucs conseils, etc., le fait de pouvoir donner des livrables. Ouais, Mais ça, c'est surtout
de moi vers mon manager, du coup, un des fondateurs ou les fondateurs. Donc, juste pour rassurer sur le fait qu'on a bien compris comment fonctionne la boîte, que ce soit un peu des mind maps, que ce soit un peu des opportunity solution tree et tout, etc. Donc, juste de dire, voilà comment on pourrait attaquer, etc. Et remettre vraiment du cadre dans, bah tiens, voilà ce que moi je vais faire, ce que moi je pense à faire, voilà ce que j'ai spoté, analysé, et d'être capable de le retranscrire ou de le synthétiser d'une manière efficace. Ça, je pense que c'est un truc que j'ai récupéré du conseil qui m'a beaucoup aidé. Ouais, super intéressant parce qu'on n'a pas parlé de la relation finale avec les founders que tu as Ouais. eu tout le long, mais effectivement, ils recrutent quelqu'un, ils attendent du résultat et vu que tu peux pas apporter du résultat sur ce qui est livré quelque part, la manière dont tu l'as amené, c'est la synthèse des actions, comme tu viens de l'expliquer. C'est vrai que ça, c'est super intéressant. Ouais, donc ça, ouais, ça m'a beaucoup aidé. Après, en effet, sur les tâches, pour te dire à quel point on a dû vraiment créer autre chose. On a créé, du coup, il y avait mon manager, le mec qui bossait à la data avec moi, moi. On a créé ce qu'on appelait la team support. Donc on avait team support, il y avait team support sur Slack, et on était vraiment, bah ouais, les pompiers de se dire est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut régler, automatiser pour vous, pour faire des tâches, que ce soit de l'envoi de mail, de l'automatisation sur Excel, des trucs, etc. Donc oui, au final, j'étais moi garant, alors que après, une fois que tu as des devs avec qui ça tourne, une équipe, un designer, où tu dois faire ton métier de produit, c'est vrai que l'analyse des questionnaires RH, ou le fait qu'il faut que ça parte sur Slack et à telle heure, et qu'au final, il faut que ça change parce que c'est plus les mêmes questionnaires, c'est plus les mêmes trucs, etc. Quand on vient te le redemander 1 an après, tu dis bon, c'est vrai que je faisais ça, c'est marrant, et c'est plus du tout pas vraiment mon taf, mais bon, on Ouais, continue. c'est pas du tout le périmètre. Ça, c'est un sujet que j'ai parcouru sur un épisode avec Claire Vandvoord, justement sur la gestion un peu de la carrière produit. Quand on est sur des jobs comme ça, on a la capacité de répondre à beaucoup de problématiques, et c'est même pas des problématiques produits, mais on a cette capacité-là. Et comment faire en sorte de euh, savoir se détacher de ces sujets-là pour pas soit qu'ils nous collent à la peau, voire même qu'ils deviennent un frein dans l'évolution qu'on peut avoir dans la carrière qu'on envisage dans une boîte, quoi. Parce que ça peut devenir un frein au bout d'un moment de ne pas être considéré comme quelqu'un de très stratégique, mais plutôt opérationnel. Mais ça a été même une vraie problématique. Bon, ça, je pense qu'il faudrait plutôt en discuter avec les fondateurs. Mais du coup, même quand tu prends ce pari de te dire, j'ai un modèle agence, je pars sur un modèle plutôt produit SaaS, mais du coup, toutes les personnes qui constituent tes effectifs, c'est des personnes plutôt sensibles à des formats agences, donc qui ont pas forcément des réflexes produits. Donc tu leur donnes ça, et il y a cette question de formation. Soit à un moment les gens vont partir parce qu'ils s'y retrouvent plus, mais pour ceux qui restent, ils peuvent pas rester en étant toujours dans le modèle agence et en se disant bah je vais m'appuyer sur quelqu'un d'autre, et tu fais pas la moitié de leur taf, j'abuse, mais du coup il faut aussi leur donner une certaine, enfin donner aux gens une autonomie. Et ça, c'est aussi pour moi un des trucs qu'on fait aux produits. Responsabiliser, donner l'autonomie, que ce soit sur des outils très précis. Je pense à Google Sheet, c'est vraiment celui sur lequel j'ai le plus bossé, plus formé les gens. Mais même, tu vois, sur la manière de communiquer avec la tech, la manière de se comporter face à une demande client, face à un bug, comment tu reportes, comment tu fais tes demandes, etc. Toute cette partie formation, etc., elle a aussi pris du temps, mais ça, c'est plus un second temps, en vrai. Moi, je Quand tu comprends. es dans le moment où il faut canaliser les gens et leur expliquer comment discuter avec toi, c'est que déjà ils ont compris ce que tu faisais, c'est déjà un bon point, quoi. Ouais, puis de toute manière, c'est des choses, j'imagine, qui ont pris du temps. Là, on parle de plusieurs semaines pour arriver à mettre des process en place sur ce genre de sujet, quoi. Oui, bah oui. Plusieurs Et ateliers. Après, quelque part, là, peut-être qu'on en revient un peu plus à des compétences que tu pouvais avoir, justement, ce transfert de compétences, gérer des ateliers pour arriver à faire en sorte que les équipes gagnent en autonomie. Enfin, est-ce que c'est comment dire, la casquette conseil que tu as eue à l'époque a pu t'aider là-dessus? bah, je vais te répondre oui, mais avec le modulo, le fait que bah en fait j'ai pas, avant le conseil, enfin j'ai pas eu beaucoup d'autres carrières. Donc je Ouais. veux dire le conseil. Donc oui certainement, mais peut-être que si j'avais été PM, je sais pas, chez Accor ou n'importe qui d'autre,
peut-être que je t'aurais dit, bah oui, c'est chez Ouais. Accor que j'ai pris ça. Il y a des trucs où j'ai l'impression que je suis persuadé que c'est le conseil. Sur ce truc-là, peut-être un peu moins. C'est juste que j'ai pas eu d'autres expériences. Ouais, oui, forcément, oui. Effectivement, effectivement. Oui, c'est forcément ça. Par contre, j'ai vu que ça. Donc, ok, je comprends, je comprends. Euh, là, maintenant, si on parle un peu de ce mindset, maintenant, First PM que t'as réussi à acquérir, on va dire, que t'avais peut-être même déjà un peu, tu mettrais quoi, en fait, dans ce mindset-là, si tu devais le définir? Qu'est-ce que je mettrais? Je dirais numéro un. Bon, après, ça va être un peu bateau, hein, mais l'écoute. Je pense que tu passes beaucoup de temps euh, si tu passes plus de temps à expliquer ce que tu vas faire que à écouter ce qu'on attend de toi, ça va être un peu compliqué parce que bah peut-être que ce que tu vas faire, c'est pas ce qu'on attend de toi. Donc ça sera un peu dommage. Donc l'écoute pour moi c'est vraiment le numéro un, mais vraiment et l'écoute ça peut être autant en effet bah comme tu disais faire des ateliers etc. Ou juste je vais dire se forcer, mais si t'en es à te forcer, c'est que peut-être que c'est compliqué. Encore une fois, on va développer le truc après, mais tu vois, c'est autant en effet faire des ateliers que bah, juste où est-ce que tu vas t'asseoir au bureau ou même essayer d'aller déjeuner avec les gens. Encore une fois, je veux pas fermer le métier à ceux qui disent moi je suis un peu timide, etc. Il y a des gens très timides, pas très sociables, mais qui sont peut-être très bons en produit. C'est pas la question et du coup ils vont devoir se forcer à faire certaines choses. Mais je pense qu'il y a tout ce truc-là de petits trucs de sentir un peu le coup, sentir les gens, aller discuter avec eux, essayer de se poser, parler de plus de choses que juste le taf pour vraiment créer un truc, une relation de confiance avec eux et une relation aussi j'ai envie de dire de tolérance parce que il faut pré-shot que le rôle il va être compliqué, qu'en effet, bah, comme on disait, tu vas pas forcément délivrer peut-être au début, ou alors quand tu vas délivrer, tu vas mal délivrer parce que vous avez pas les bonnes méthodes, etc. Donc, faut que les gens continuent à croire en toi. Il faut t'acheter énormément de crédit. Et je pense, après peut-être que je suis fou, mais je pense qu'on a tendance à croire qu'on s'achète du crédit en racontant des choses et en parlant, et du coup les gens vont se dire ah ouais, il sait ça, il sait faire ci, il sait faire ça, et à t'écouter ils vont te donner du crédit. Mais je pense que les gens te donnent énormément de crédit quand ils t'ont parlé et qu'ils sentent que tu les as écoutés. C'est un peu philosophique, mais je pense que tu gagnes plus de crédit à être à être un bon, ça se dit écouteur en français? Je vais dire listener en anglais. Vas-y, Je dis-le vais en faire le mec anglais. un peu. Et tu gagnes plus de crédit auprès des gens à être un bon listener qu'à être un bon orateur, je pense. Ce C'est qui est un peu paradoxal. c'est pour moi à Marseille, ça, c'est le listener, ça. Le listener, Le voilà listener. exactement. Qu'est-ce que j'allais dire? J'en reviens encore une fois à ce qu'on a dit juste avant, mais c'est ce côté intelligence émotionnelle sur le poste. Je trouve que c'est quand on prend des postes de product manager, on le dit tout le temps, l'empathie, il y a des compétences, il faut aussi shipper vite, c'est tout ce qu'on veut. Donc il y a il y a des compétences et des compétences vraiment techniques, on va dire métiers et des qualités humaines. Mais je trouve que sur ces postes où il y a comment dire, il y a des choses à construire, à mettre en place et le rôle produit, les premiers rôles produits et on peut parler de premier product designer comme premier product manager, premier product marketer, mais vraiment ce rôle où il y a beaucoup de construction, ce côté vraiment et là je mets pas l'empathie, je dis vraiment intelligence émotionnelle Mmh. où on arrive à sentir les attentes des gens, les frustrations qu'il peut y avoir pour essayer de dérisquer beaucoup de choses et de créer un vrai fit. Il est primordial. Donc ouais, je te rejoins et c'est des choses qui ont pu être mises en avant sur beaucoup d'autres épisodes avant le tien. Donc ouais, clairement, il y a une grosse convergence là-dessus. Ouais, et en plus, je pense que si t'as pas justement cette intelligence émotionnelle ou cette capacité à un peu mettre en retrait ou être à l'écoute, moi j'ai réalisé après peut-être que c'était particulier dans l'entreprise où j'étais, mais je pense pas pour avoir discuté avec d'autres. Mais du coup, justement, d'être dans cette posture d'écouter les gens, tu te retrouves parce que de prime abord, quand ça va pas ou quoi aux caisses, les premiers trucs que les gens vont te dire, la plupart du temps, les gens cherchent des coupables plutôt que chercher des solutions ou chercher des problèmes. Et du coup, à partir du moment, et je pense même quand tu as une posture d'écoute, ça c'est peut-être le deuxième point, mais du coup d'humilité, d'essayer de sortir ton ego de tout ça et d'essayer de te dire, bah, quand les gens vont commencer à parler de coupable, essayer de te mettre toi, te jeter toi dans l'eau et dire: «Bah, écoutez, ouais, ça en effet c'est la tech, mais la tech,
ils avaient pas de spec, donc le produit était pas bon parce qu'il y avait pas de produit. Et en plus, c'est cool parce que comme il y a pas de produit, en fait, tu tires sur personne et tu dis juste c'est de ma faute. Bon, j'étais pas là, mais du coup, c'est la faute de mon poste et à partir de maintenant, on va régler le truc. Maintenant qu'on a enlevé les qui, viens, on parle du quoi. Ouais. Et juste réussir justement à se dire, bah vas-y, je vais dire que c'est de ma faute. Bah au moins, on arrête de parler de coupable. On parle vraiment des problèmes, on essaie de trouver des solutions. Donc ouais, l'écoute, peut-être pas enlever un peu une part d'ego, ça c'est indispensable. Puisque même après, une fois que ça tourne un peu que ça tourne bien, etc., évidemment, tu auras certainement des gens qui vont dire, ah, c'est beaucoup mieux depuis que t'es là, ou d'autres non, hein, même. Mais en tout cas, enfin, si tu t'attends à ce que, parce que tu as réparé des trucs, tu vas devenir la star et tu plus aucun problème, tout le monde va écouter ce que tu dis, non, pas du tout. Ouais, je comprends, je comprends. Effectivement, ce sujet de l'ego revient très, très, très souvent. Donc, complètement en phase. Euh, si tu devais donner des conseils, que ça soit pour des product managers euh, qui envisageraient justement ce type de carrière ou qui la commencent, et également à l'inverse, je veux dire, l'autre face de la pièce, pour des dirigeants qui envisageraient de recruter un premier product manager. Quels sont donc les points positifs pour ces personnes-là d'avoir quelqu'un qui vient du monde de l'agence, et quels sont les points de vigilance, si on peut dire. Pour moi, commencer côté enfin CEO, CPO, CTO, enfin qui tu veux, Ouais, CPO non, parce que du coup ce serait pas des first PM, en tout cas côté fondateur ou côté recruteur, j'aurais tendance à dire que si jamais vous prenez quelqu'un côté agence qui a fait une grosse carrière dans l'agence, qui a beaucoup d'années d'expérience dans l'agence, euh, il y a plus de risques. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais en tout cas tu augmentes le risque de prendre quelqu'un qui a moins les mains dedans, pardon, qui est moins ouais, hands-on, comme on dit sur le truc. Donc du coup, tu vas te retrouver à prendre pas un théoricien du produit, mais presque, qui a l'habitude de faire tourner des machines à grande échelle. Mais si jamais il y a un petit écrou qui a été mal vissé, bah lui, ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas été sur les chaînes de production que bah du coup, il va peut-être pas s'en apercevoir tout de suite. Et c'est peut-être un peu risqué. Après, moi, le format, enfin, de prendre des consultants en agence ou quoi, ok, ni je dirais qu'il faut absolument prendre ces profils-là, ni je dirais qu'il faut les éviter. Mais en tout cas, si c'est quelque chose qui, c'est un point de vigilance, quoi. ouais, c'est un point de vigilance, c'est sûr. Et après aussi, il y a à l'intérieur des carrières de consultants, il y a pas mal de, enfin, moi du coup j'ai des potes maintenant chez Tiga, on a fait quasiment le même temps là-bas, et on a des profils différents parce qu'on fait pas les mêmes clients, on fait pas les mêmes. Ouais, On a forcément les mêmes méthodologies, mais on n'a pas. Il y a aussi à aller questionner les missions, les problématiques qui ont été. En fait, comme un parcours, comme une carrière normale, ouais. de gens qui seraient passés par ces boîtes et comment ils ont fait. Après, c'est vrai qu'on arrive toujours avec un peu la même caisse à outils, mais on peut Ouais, je comprends. avoir différents. Et côté PM, moi, le vrai truc que je peux conseiller à tout le monde, c'est vraiment essayer bah, déjà de voir toutes les personnes avec qui vous avez bossé. Pas toutes, genre pas tous les devs, mais s'il y a un CTO, s'il y a un CEO, s'il y a un CMO, des head of quoi que ce soit, Ouais, les essayer de parties discuter avec prenantes, c'est eux. vraiment. Ouais, ouais, les parties prenantes vraiment. Et même si je suis conscient que c'est compliqué parce qu'à partir du moment où tu es dans le métier, enfin, tu as pris le taf, que tu es en période d'essai, t'as pas forcément envie de partir, etc. Mais si vous sentez qu'il n'y a pas de fit humain, ou même si vous arrivez à le sentir à l'entretien, c'est tant mieux. Mais que bah, vous vous entendez pas, vous arrivez pas à, en vrai, souvent, les gens qui cherchent des first PM, ça reste des startups ou quoi, ou qu'est-ce, et tu arrives facilement dans les entretiens à avoir une discussion plutôt qu'un réel entretien d'évaluation. Mais si tu arrives jamais à sortir de cet entretien d'évaluation, que t'as pas une discussion qui est un peu fluide, que tu sens pas trop, que je vais peut-être grossir le trait, mais que tu sens que tu vas pas t'amuser avec cette personne, ou que tu vas pas rigoler ou quoi, ou qu'est-ce, franchement, je conseillerais pas d'y aller parce que il y a vraiment beaucoup de ton temps qui va être dédié à cette aventure humaine, si on est un peu poétique. Ouais, ouais, Euh, ouais.
si on est un peu poétique, mais tu me parlais de, avant qu'on fasse l'épisode, là, tu me parlais d'une phrase c'est Alexandre Astier, c'est ça? Exactement, ouais. Ouais, qui disait moi, je bosse qu'avec des gens avec qui j'ai envie d'aller boire un coup, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Enfin, en fait, lui disait exactement que il écrit pas des textes, ensuite il caste. Il réfléchit à qui il va caster et en fonction des acteurs avec qui il va avoir envie de travailler, il va leur écrire un texte qui est parfait pour eux. Donc, il va pas chercher à se dire non, je veux trouver absolument quelqu'un comme ça. Mais du coup, c'est ça, c'est vraiment cette idée-là de se dire ok, Le fit, quoi. le fit, c'est vraiment le plus important. Même, je vais même peut-être aller plus loin, ça nous fera le gros titre sur les miniatures. Mais mieux vaut bien s'entendre avec quelqu'un et quelqu'un d'un peu moins bon que quelqu'un de très bon avec qui tu t'entends pas, quoi. Ouais, sur Euh, des postes comme ceux-là, parce que quelque part l'entente, t'arriveras jamais vraiment à la créer si de base elle y est pas. c'est Alors que ça. Ouais. la compétence, la qualité, petit à petit, tu peux l'améliorer, quoi. Ouais, c'est ça. C'est 100% ça. C'est vraiment allez pas vous mettre dans des trucs où les gens ont pas trop envie, enfin pas trop envie que vous soyez là, mais en tout cas s'entendent pas avec vous, euh, veulent pas. Oui, ça après, bah, ça j'imagine que les gens qui vont un peu se renseigner sur les postes de first PM, pour les PM, assurez-vous que c'est bien ça que les gens cherchent, qu'ils veulent pas un premier project manager, mais au même titre que dans des postes de PM, assurez-vous que c'est bien du produit. Mais là, assurez-vous que les gens ont, j'ai pas envie de dire bien compris ce qu'est le produit, parce qu'en fait, on arrive aussi pour expliquer ce que c'est, mais en tout cas, qui ont des attentes cohérentes avec ce que vous pouvez apporter. Ouais, qu'il laisse une vraie place sur l'apport que tu vas pouvoir avoir. Et c'est marrant ce que tu dis. Là, j'ai un épisode qui est sorti avec Thomas Monardo qui dit justement, il y a des gens qui veulent sur la fiche de poste ou comment dire, euh, on recherche notre futur CPO et compagnie, puis après à l'entretien, tu creuses et tu découvres c'est juste quelqu'un qui va gérer le backlog et on verra rien d'autre. Euh, Ça sera très très bien comme mais ça. Donc bien se renseigner sur la mission et enfin sur la mission, sur les attentes qu'il y a et sur le fit, quoi. Ouais, et tu vois, mais je crois que d'ailleurs c'est le dernier épisode qui est sorti chez toi sur le mec qui était au market et qui au final a fini produit. Et au départ, il leur a dit non, moi je suis pas trop sûr, Ouais, etc. avec Sébastien. Ah ouais. Sébastien, ouais, c'est ça, Sébastien. Mais du coup, tu te rends bien compte que là, les mecs se sont dit, on va lui proposer. Le mec est pas trop sûr. Enfin, t'imagines, ça pourrait faire flipper de se dire, attends, le mec, il lui propose un poste. Ça veut dire qu'il lui propose le poste. Le mec sait même pas trop ce que c'est, mais eux pensent à lui, alors que lui-même, il sait pas ce que c'est parce qu'ils se disent, j'imagine. Bon, après, j'imagine qu'il y a des qualités, d'autres qualités. Je connais pas personnellement ce monsieur, mais je doute pas de ses qualités. Mais eux ont bien compris que ce qui comptait, c'était un mec avec qui ils avaient envie de bosser et qui savent qu'il a ils étaient au Ouais, courant de ses compétences, ces trucs et tout. Et ils se sont dit de toute façon, j'imagine qu'à un moment, ils se sont dit de toute façon, même si les compétences, il y en a certaines qu'il a pas, et je pense que c'est un peu ce qu'il s'est dit lui, parce qu'il a pris du temps pour réfléchir à tiens, qu'est-ce que c'est, est-ce que j'ai les compétences, que ça va fit. Mais eux étaient sûrs de prime abord de vouloir bosser avec lui, juste parce qu'ils le connaissaient aussi certainement pour des trucs pro, et de se dire que d'un point de vue soft skill, ça passait. ouais, non mais complètement. Effectivement, il y a eu une période de 2 mois. Alors, il bossait déjà avec eux, mais il était au market. Et effectivement, la période de 2 mois, ça a permis d'affiner les choses. Et ce que je trouve vachement bien, c'est que cette période de 2 mois qui aurait pu être vécu de la part des founders comme ben non, en fait ça nous casse les pieds, qu'est-ce qu'il nous fait là. Au contraire, ça a même renforcé les choses. Ça a montré que de leur côté c'était avec lui qu'ils voulaient travailler. Et on en revient sur ce côté fit. Et de toute manière on le voit, hein, là ça fait plus de 15 ans qu'il est dans la boîte et plus de 10 ans qu'il est au poste. Voilà. Oui, donc voilà, c'est Les compétences bien entendu les a, mais bien sûr. le fit a été indispensable. Ouais, Oui, mais c'est ça, complètement. parce que tu vois, tu te dis, c'est un mec qui était pas dans le produit, il prend 2 mois pour réfléchir. Comme tu dis, ils auraient pu dire: «Bon, bah, on va chercher quelqu'un d'autre». Mais, au final, le mec se dit: «Bah, non, c'est lui» et parce que, je pense que là, c'est surtout du fit et qu'ils savent que Ouais. c'est ce mec-là qu'il fallait bosser. Non mais Donc, clairement. ouais, après, bien évidemment, on va pas, je vais pas faire l'abruti. En plus, le marché est pas le même que quand moi j'ai cherché mon poste. Je pense que le marché est un peu plus serré maintenant, mais en effet, allez pas vous mettre dans des galères, n'allons pas nous mettre, même nous-mêmes, dans des galères. Ouais, ouais, clairement. Après, comme tu dis, le marché est plus serré. C'est surtout avoir conscience de certaines choses quand on prend des postes et des difficultés Oui, qu'il va y avoir derrière. oui, Ok. voilà. Après, je sais que c'est difficile de refuser quand on a une offre qui nous intéresse et tout, mais enfin, ce sera jamais bénéfique. Donc, même si tu la refuses pas, si c'est pour tenir 2 mois, est-ce que c'est vraiment Ouais. nécessaire?
Clairement. Ok, Mohamed, ben, je pense, moi j'ai fait le tour des questions que j'avais pour toi. Ouais, Si des gens veulent venir te parler, je suppose par LinkedIn, hein, comme d'hab. ouais, sur LinkedIn, très bien, j'ai ma petite photo où j'ai été maître de cérémonie de la Product Conf, pour Oh, ceux qui m'ont magnifique, reconnu. C'était bien moi. c'est magnifique, super. Bon, bah je te remercie en tout cas pour cet échange et je te souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée à toi, ciao. Salut. Cet épisode est maintenant fini. Un grand merci à notre invité et à toi pour ton écoute. J'espère que tu auras pu y trouver ton compte. Pour soutenir ce podcast et m'aider à son développement, n'hésite pas à laisser 5 étoiles, voire même 6 sur ta plateforme d'écoute, avec un petit commentaire ou encore à partager cet épisode avec un de tes proches. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous de First PM Stories.